vais essayer d'endosser mon deuxième costume, passer du terminus imperii que constitue la citadelle d'Amida, n'est-ce pas, sur les frontières extrêmes orientales de l'Empire romano-byzantin, au terminus tout court du monde connu, n'est-ce pas, qu'est le Japon, et puisque je coordonne sous l'égide de mon laboratoire crise et de la MSH, bien entendu, avec l'aide de la MSH, un projet de recherche consistant dans la comparaison historique de deux systèmes paysagers qui comportent un certain nombre de similarités remarquables, n'est-ce pas ? À savoir le système paysager que les Romains ont appelé dans l'Antiquité la limitatio, consistante à structurer le territoire de l'archiwitates tout au long de l'Empire, depuis le Portugal jusqu'à l'Irak et de l'Écosse jusqu'à la Tunisie, n'est-ce pas, autour du bassin méditerranéen, consistant donc en structurer le territoire de leur cité en lignes géométriques se recoupant de manière orthogonale pour organiser, n'est-ce pas, le cadre de la conquête, de l'organisation fiscale, du contrôle des territoires. Eh bien, ce système de la limitatio, nous en trouvons un parallèle et un exemple tout à fait similaire dans le Japon antique de l'époque de Nara, c'est-à-dire au 6e, 7e et 8e siècle après Jésus-Christ, lorsque, suite à une longue formalisation pendant la protohistoire, l'État du Yamato constitue donc le premier État centralisé japonais que les historiens ont coutume d'appeler donc l'Antiquité japonaise, n'est-ce pas ? Eh bien, on va voir que cet État de Yamato a lui-même organisé les territoires, comme un peu partout dans le monde et à toutes les époques, on va y revenir, n'est-ce pas, de manière géométrique en apposant sur les territoires cultivables, n'est-ce pas, ces réseaux également orthogonaux, également géométriques, qui ressemblent formellement énormément à la limitatio romaine, et dont on va voir que le parallèle, qui est un peu trivial comme cela, n'est-ce pas, puisque nous avons les mêmes systèmes d'organisation partout dans le monde, par exemple à Angkor, par exemple à Teotihuacan, dans l'Amérique précolombienne, n'est-ce pas, et puis un peu partout dans le monde. On pourrait parler du siècle d'or espagnol, on pourrait parler des allotissements des États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle, mais on va voir que ces deux systèmes donc, qui caractérisent l'Antiquité à la fois au Japon et en Europe, comportent un certain nombre de similarités, en ce sens que le Japon et l'Europe romaine ont connu une évolution socio-historique très semblable, avec une transition, présidée par une transition entre un État centralisé donc, de type antique et un État féodal, caractérisé par la multiplication et la juxtaposition de multiples cellules autonomes, n'est-ce pas, pour reprendre la définition classique de Georges Duby. Alors, cette similarité, je vais vous en parler un petit peu, non sans avoir rappelé rapidement, n'est-ce pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Japon antique. Voici en rouge donc l'extension de ce qu'on appelle l'État du Yamato, c'est-à-dire le premier Japon, le Japon de l'Antiquité, dont la capitale Nara, n'est-ce pas, est la première capitale fixe, après une période de genèse durant lesquelles les capitales ont été itinérantes, n'est-ce pas ? Le pouvoir se trouvait là où se trouvait l'empereur. À partir de 710 après Jésus-Christ, la capitale est fixée à Nara, et à ce moment-là, les Japonais mettent en œuvre une organisation politique et administrative qu'ils ont calquée sur le grand voisin chinois. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, les empereurs japonais ont envoyé un certain nombre d'ambassades en Chine qui ont petit à petit rapporté, n'est-ce pas, ce que l'on appelle les codes, c'est-à-dire ces systèmes d'organisation administrative qui organisent l'État chinois et que les Japonais ont donc adapté à l'archipel, n'est-ce pas, en même temps qu'ils importaient de Chine le bouddhisme qui deviendra assez rapidement, n'est-ce pas, comme une église officielle, n'est-ce pas, qui permettra justement, en liaison avec l'organisation étatique, de centraliser et de pérenniser le pouvoir du Tenno. Il prend ce nom à cette époque-là, vers 700 après Jésus-Christ, que nous traduisons par empereur. Alors,
Cette organisation administrative issue de la codification à la chinoise, empruntée donc à la cour des Tang en Chine et à leur capitale, Xi'an, n'est-ce pas, se traduit ici, dans l'état du Yamato, par ce que l'on appelle en japonais, je me permets de vérifier sur mon texte, le Goki Shishido, c'est-à-dire une organisation, vous le voyez ici, dans tout l'état, à la fois administrative et spatiale. Les voies qui partent de la capitale Nara se rendent vers toutes les provinces périphériques. La capitale elle-même se trouve au cœur d'un système, vous le voyez, cadastré, composé donc de lignes se coupant en angle droit, et qui va être ce système cadastré, comme je le disais tout à l'heure, organisé dans toutes les provinces de l'Empire, et essentiellement ici, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le nord de l'île de Kyushu, ici, près du grand sanctuaire, j'allais dire panhellénique, non, du sanctuaire national d'Usa, USA, sanctuaire de la divinité Hachiman, qui est la divinité vers 710, n'est-ce pas, et qui est la divinité de confins, divinité guerrière, qui se trouve donc ici, au nord de... Le temple se trouve ici, au nord de Kyushu, et qui consacre en réalité la frontière entre l'état du Yamato, inspiré donc de la Chine et de la péninsule coréenne, avec cette culture qui petit à petit va accoucher et aboutir à la culture japonaise classique, entre l'état du Yamato et donc ici les barbares Hayato, qui ne seront réduits qu'au terme d'une série de guerres assez difficiles, n'est-ce pas? Donc nous sommes placés ici, l'étude, le champ de notre étude se trouve dans le nord de Kyushu, ici, et cette organisation territoriale qui consiste dans un système orthogonal, donc voici ici une cartographie. Ce système orthogonal est fondé sur la ligne géométrique que constitue la voie impériale issue donc de la capitale Nara et qui se rend ici vers le grand sanctuaire frontalier d'Usa, où siège la divinité Hachiman, divinité shintoïste, n'est-ce pas, qui bientôt va être récupérée à la fois par l'empereur et par l'organisation bouddhiste, n'est-ce pas, pour devenir la divinité nationale japonaise, encore honorée aujourd'hui. Ce temple d'Usa, ici, constitue aujourd'hui l'un des temples, les premiers temples en dignité, n'est-ce pas, dans l'échelle des dignités du Japon. Voici une photo aérienne mentionnant donc le débouché de cette voie impériale au 7e, 8e siècle à Nara. Et voici une vue synthétique où se trouve figurée la voie ici et le cadastre, n'est-ce pas? Tout à fait comparable, j'en reviens maintenant à Rome, tout à fait comparable à ce que l'on peut rencontrer dans l'Italie du Nord, n'est-ce pas? C'est-à-dire ici la Via Emilia, construite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et fondée sur la Via Emilia, ce système orthogonal de la limitatio. Voici une vue synoptique relative à l'ensemble de l'Italie du Nord. On voit comment les cités, en l'occurrence souvent des colonies de droit latin, je n'insiste pas, on n'a pas le temps, n'est-ce pas, ont été fondées sur cette voie Emilia, et comment les cités ont été structurées par ce système orthogonal qui ressemble et dont l'échelle est à peu près semblable à celle donc du cadastre japonais que l'on appelle le Jori, J-O-R-I. Alors, je disais tout à l'heure que ces systèmes orthogonaux, il y en a partout dans le monde et à toutes les époques. Et donc il peut sembler un peu absurde comme ça de comparer le Japon et l'Europe ou le Proche-Orient aux Romains. Sauf que, et là c'est la seule, cette particularité unie, bien entendu, le monde romain et le monde japonais, sauf que le Japon et l'Occident romain ont donc connu la même évolution, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à l'issue d'une période marquée par une centralisation étatique, par un contrôle très important depuis la capitale, n'est-ce pas, depuis le siège du pouvoir des territoires, à cette organisation étatique a succédé, n'est-ce pas, une sorte d'éclatement, d'explosion féodale qui s'est traduit par l'apparition en Europe d'un système spatial radioconcentrique qui s'est petit à petit imposé
et qui a succédé à l'organisation orthogonale antique. Alors, je voudrais juste vous montrer ce petit exemple. Nous sommes dans la campagne bitéroise, en l'occurrence, n'est-ce pas? C'est-à-dire au sein de la province romaine de Gallia Narbonensis, de Gaule narbonnaise, qui a été fondée dans les années 120 avant Jésus-Christ. Et donc Pline l'Ancien nous dit en 70 après Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'elle est plutôt Italia Verius quam provinciam, c'est plutôt l'Italie qu'une province. Nous sommes au cœur de l'Empire romain. Alors, je vous invite à considérer rapidement, n'est-ce pas, cette photo. On y voit deux villages, typiquement nés au Moyen-Âge, n'est-ce pas, le village de Ginestas ici à droite, Villa Quidicitur Genestar, n'est-ce pas, et qui apparaît à peu près vers l'an 1000 dans les textes. Mais vous constatez que ces deux villages, n'est-ce pas, se trouvent dans un contexte, dans un bruit de fond parcellaire, n'est-ce pas, et orienté, qui n'est autre que l'orientation d'une cadastration romaine, d'une limitature romaine, semblable au juri japonais, donc, dont on voit grosso modo ici l'orientation dans cet orthogone que je dessine là, n'est-ce pas? Voilà. Mais on voit aussi que, à une autre échelle, se sont imposées d'autres lignes directrices du territoire. Ici, on voit parfaitement un système nucléaire en étoile qui semble venir se poser au-dessus du cadre de la limitature antique, n'est-ce pas? On voit qu'il en est pareillement ici du village de Ginestas. Autrement dit, on peut percevoir dans ce millefeuille qu'est le paysage, n'est-ce pas, qu'est le système paysager, et sur une photo aérienne ou une image satellitaire, on peut percevoir l'étagement, n'est-ce pas, de ces feuilles petit à petit. On peut lire les paysages du passé. On voit que dans le cadre générique de la centuriation romaine, s'est installé ici un autre système caractérisé par, évidemment, le noyau que constitue le cœur du pouvoir, le centre du pouvoir comtal ou ecclésial, selon les cas. Bien. Au Japon, rien de tel. Le Japon a connu la féodalité, mais ça n'a pas eu le même impact, n'est-ce pas, sur l'évolution des territoires. Et nous avons considéré, avec nos collègues japonais de l'université de Beppu, que peut-être nous avions là une des clés de l'explication de cette évolution, n'est-ce pas, de la nature du pouvoir de la féodalité japonaise et occidentale. Depuis 150 ans à peu près, l'historiographie s'est beaucoup développée sur cette question. On a longtemps considéré que le Japon était une sorte de, comment dire, d'Occident transplanté en Extrême-Orient, quand on trouvait beaucoup de similarités, n'est-ce pas? C'est un débat encore très vif sur lequel je n'ai pas le temps d'insister maintenant. Il nous a semblé que l'étude des territoires pouvait peut-être apporter, n'est-ce pas, un argument, et en tout cas un certain nombre d'éléments pour expliquer justement la nature de cette féodalité japonaise et occidentale, médiévale occidentale. On voit ici que dans la région de Yamato-Koriyama, dans la préfecture de Nara, ce document où sont représentées, n'est-ce pas, les limites du Jōri, représente également un certain nombre de domaines privés qui se sont développés très rapidement. On voit le cœur de la féodalité, l'origine de la féodalité, n'est-ce pas? Lorsque des fonctionnaires de l'État, dans les provinces un petit peu éloignées, ont commencé à s'approprier petit à petit les terres publiques du Jōri, qui étaient destinées normalement à l'organisation des rizières dévolues aux paysans, n'est-ce pas? Eh bien, petit à petit, les fonctionnaires royaux se sont mués, en quelque sorte, en potentats locaux, se sont organisés selon une hiérarchie de plus en plus, évidemment, pyramidale, de plus en plus féodale, jusqu'à aboutir, bien sûr, au système, n'est-ce pas, de pouvoir japonais, c'est-à-dire un empereur ayant perdu tous ses pouvoirs, qu'on appelle empereur retiré, n'est-ce pas, et ce qu'on appelle le shogun, c'est-à-dire le chef de tous les grands féodaux, au sommet de la pyramide féodale, n'est-ce pas, et qui contrôle ces personnages importants qui, petit à petit, se sont taillés des apanages dans les campagnes japonaises. Bon. Alors on voit qu'ici, au Japon, contrairement à ce qui s'est passé en Occident, on l'a vu tout à l'heure, en Languedoc, en Bas-Languedoc, eh bien, la trame antique n'a absolument pas été affectée par la constitution des domaines privés et des domaines féodaux. Bien. Alors on s'est posé la question, tout simplement, avec les collègues, de savoir pourquoi. Pourquoi cette évolution différente au Japon? Pourquoi ne s'est-il pas produit la même chose en Occident et au Japon?
les époques sont différentes, bien sûr. L'Antiquité japonaise, c'est 7e, 9e siècle. L'Antiquité européenne et proche-orientale, c'est un peu avant, mais peu importe. Peu importe. Alors pourquoi ne s'est-il pas produit dans la morphogénèse des territoires la même évolution? Pourquoi cette transition a-t-elle été différente? Eh bien, nous avons trouvé deux réponses jusqu'à présent, n'est-ce pas? Nos discussions sont encore en cours. La première réponse, c'est que le parcellaire du Jōri est essentiellement un parcellaire hydromorphe. C'est-à-dire que le Jōri, ce sont des rizières. Ce sont des rizières dont les textes, n'est-ce pas, des manuscrits de l'époque de Nara nous expliquent. On a notamment un bulletin, n'est-ce pas, qui date de l'année 702, qui se trouve aujourd'hui au Musée national de Nara, et qui explique quelle parcelle a été attribuée à quel personnage dont on a le nom, avec également la superficie qui lui a été attribuée. Et il s'agit toujours, bien entendu, de rizières. Donc c'est un parcellaire hydromorphe. Voici ici une carte du Jōri de la ville de Nakatsu, n'est-ce pas? On voit bien ici le détail des rizières. On peut comparer ce Jōri de Nakatsu à la centuriation, à l'une des centuriations que l'on arrive encore aujourd'hui à interpréter dans la région de Venise, sur la photo aérienne, et qui est ici remarquablement conservée. C'est une centuriation d'époque augustéenne, je crois, donc entre 27 avant et 14 après Jésus-Christ, donc 2000 ans. Et on voit qu'aujourd'hui encore, dans la plaine padane, et notamment dans la région de Venise, eh bien, ce parcellaire, essentiellement lui aussi hydromorphe et d'irrigation, est extrêmement bien conservé. Et on a pu montrer, les archéologues, collègues archéologues, ont pu montrer, notamment René Brigand, à quel point, justement, le fait que les territoires soient irrigués constitue un facteur de, extrêmement conservateur des paysages, qui favorise le durcissement de la morphologie antique, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement de la même chose qu'il s'agit au Japon, sauf que tous les Jōri, tous ces parcellaires sont hydromorphes. Le premier critère, donc, semble-t-il, de conservation exceptionnelle de ces parcellaires au Japon, c'est leur caractère hydromorphe. Le deuxième, c'est la religion. Et ça, c'est extrêmement important, et ce sont nos collègues anthropologues et qui nous l'ont fait comprendre, notamment le professeur Danjo de l'université de Kyushu, ainsi que le professeur Kimoto de l'université de Nagasaki, qui consacrent une partie de leur recherche dans les rites et dans les aspects cultuels qui sont rattachés au paysage. On voit ici une sorte de circambulation, n'est-ce pas, que je ne vous décris pas, on n'a pas le temps, une circambulation autour d'un territoire qui se trouve être justement ce Jōri, ce cadastre, cette limitatio, pour parler comme les anciens, de la région de Nakatsu. Nous sommes donc au nord de Kyushu. Vous voyez où se trouve ici la voie impériale qui borde, n'est-ce pas, et qui constitue le terme géométrique, génétique de ce système du Jōri. Eh bien, on voit que cette circambulation rituelle consacre les limites presque exactement du Jōri. Ces cérémonies sont inchangées. Vous connaissez le caractère extrêmement conservateur et traditionnel des Japonais, sont inchangées depuis le XIIe siècle. Les documents nous le confirment. Et donc, on peut émettre l'hypothèse que l'une des grandes différences entre le Japon, entre les paysages japonais et les paysages occidentaux, c'est que la sanctuarisation du paysage, qui a été opérée très tôt, religieusement, le terme ici a les deux sens, n'est-ce pas, au Japon, a favorisé, bien entendu, sa conservation, alors que l'éventuelle sanctuarisation des paysages en Europe et au Proche-Orient ne s'est de toute façon produite au sein du christianisme qu'après la mutation féodale, n'est-ce pas? Ce serait l'un des éléments d'explication de cette différence dans la constatation de la transition du paysage antique, n'est-ce pas, au paysage féodal, éclaté, nucléarisé, féodal, donc au Moyen-Âge.
Je voudrais terminer sur un deuxième point, un deuxième aspect, qui a été l'un des grands apports, me semble-t-il, de notre coopération avec les collègues japonais, sous l'égide, donc toujours de la MSH. Heureusement que nous avons pu aller au Japon pour vérifier ça de visu, n'est-ce pas? Nous n'aurions pas eu les moyens de le faire sinon. Voici le terminus de la voie impériale venant de Nara, qui ici pénètre dans le grand sanctuaire de la divinité Hachiman à Usa. Je rappelle où nous nous trouvons. On est, excusez-moi, on est ici. Cette voie impériale, qui donc trouve son terminus dans l'entrée du temple d'Hachiman, en voici une représentation médiévale du XIVe siècle. Vous constatez qu'elle commande cette voie, son orientation, à la topographie religieuse du grand sanctuaire, dont voici ici les deux premiers temples en chronologie, datables du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, un temple shintoïste et un temple bouddhique accolés, parallèles, n'est-ce pas, et qui évidemment expriment ce syncrétisme religieux qui a été voulu par les premiers empereurs japonais, notamment l'empereur Shomu, dans les années 720-740 après Jésus-Christ, et qui a essayé de rapprocher les deux éléments, les deux religions, n'est-ce pas, et qui lui-même, dont l'âme elle-même a été déifiée sous la forme de la divinité Hachiman, divinité ici du sanctuaire d'Usa. J'insiste sur ce fait parce que cette configuration nous a permis, en liaison avec nos observations sur le jori, le cadastre japonais et la voie, nous a permis de préciser chronologiquement l'introduction au Japon du culte impérial, du culte de l'empereur. L'empereur Shomu, dans les années 720-740, a été l'organisateur de ce système paysager. Et il a été déifié, il a été assimilé à la divinité Hachiman, dont la grande prêtresse a été reçue triomphalement dans la capitale Nara en 742, n'est-ce pas, dans un mikoshi, une sorte de, n'est-ce pas, de chasse impériale, possédée. Elle est entrée donc dans la capitale Nara, et à ce moment-là, l'empereur a été assimilé à la divinité des confins Hachiman, ici donc, dont vous voyez une partie du temple. Cette configuration montre que l'autorité impériale japonaise, du Tenno japonais, à partir de l'époque de Nara, qui crée, qui préside à l'organisation du réseau viaire et du paysage, cette autorité s'exprime évidemment également dans la topographie sacrée, et cette autorité est exactement du même type que l'auctoritas de l'empereur romain, n'est-ce pas? Lorsque Auguste, en 14 après Jésus-Christ, a fait publier son testament, il a expliqué à ses contemporains qu'il s'appelait Augustus, car il était plein d'une auctoritas sacrée qui le rendait supérieur au commun des mortels. Je n'ai jamais eu plus de pouvoir que mes autres collègues de la République, magistrats, mais je l'ai emporté sur tout ça, auctoritas. Et Auguste, n'est-ce pas? Pardonnez-moi. Auguste a lui-même, en tant qu'augur, prêtre, c'est la même sphère sémantique que le terme auctoritas qui désigne son autorité supérieure, a fait tracer lui-même des jori, plutôt, pardon, des limitationes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a lui-même apposé sur le territoire des cités la marque de son autorité. Voici l'exemple de Nîmes, que vous connaissez tous, la maison sacrée, temple de la jeunesse, temple des successeurs d'Auguste, n'est-ce pas, petit-fils d'Auguste. Et vous voyez ici, sur cette photo aérienne, que la maison carrée, ici en A, est unie dans une même entité, une même harmonie géométrique, ce que les Romains appellent la pulcherrima ratio, avec les jardins de la Fontaine, qui n'étaient autres qu'un complexe monumental qu'on appelait un augusteum, c'est-à-dire des monuments voués au culte de ce qu'on appelait le Numen Augusti, c'est-à-dire la personnalité divine de l'empereur, qui était honorée dès les débuts de l'Empire, un peu partout dans les cités de l'Empire romain. Eh bien, ce type de rapport topographique qui exprime
l'inauguration d'un territoire par l'autorité de l'empereur, nous le retrouvons, n'est-ce pas, dans le cas de l'empereur Shōmu et dans le cas du grand sanctuaire d'Usa. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas de transition, il ne s'agit pas d'une étude ici diachronique, il s'agit de deux situations qui sont très semblables et qui peut-être nous permettront de donner quelques éléments, n'est-ce pas, et de nourrir ce débat aujourd'hui très important sur la nature de l'autorité de l'empereur japonais. Vous savez qu'évidemment les événements succédant au début de l'ouverture Meiji, les guerres du XXe siècle, ont quelque peu dénaturé, bien entendu, la question de la définition du pouvoir impérial japonais, de ce qu'est le Tenno, n'est-ce pas? Eh bien, au-delà de cela, la redécouverte de ce que vous venez de voir et de cette autoritas du Tenno japonais à l'époque de Nara va peut-être nous permettre d'apporter un certain nombre d'éléments importants à ce débat. Voilà, si vous voulez, les deux principaux axes autour duquel a tourné notre collaboration, n'est-ce pas? D'une part, transition de l'Antiquité à l'époque féodale à travers la lecture des paysages, et deuxièmement, une comparaison entre la nature de l'autoritas d'Auguste et des empereurs romains et celle du Tenno japonais. Voilà, je n'insiste pas davantage, ça n'est évidemment qu'une petite illustration de ce que nous faisons. Je tiens à remercier là encore, comme tu le faisais Martine, c'est la même chose pour Amida, la MSH bien entendu, et tous les moyens logistiques qu'elle met à notre disposition. Je voudrais dire pour terminer que ces premiers échanges et ceux dont j'ai essayé de vous rendre compte maintenant ont donné lieu à une publication qui devrait voir le jour en 2018 aux presses universitaires du Languedoc. Mais ça, c'est un autre problème. Je vous remercie. Bien, on peut passer aux questions. Juste, on était hier en conseil scientifique de la MSH et on soulignait notamment qu'il était temps, tout particulièrement à Montpellier, de dépasser un peu dans les interactions entre sciences humaines et sociales et sciences de la nature, qui font particulièrement sens évidemment ici sur le site, les vieilles oppositions très structurantes, qui ont été en tout cas très structurantes entre nature et culture, notamment, voilà, pour reprendre des oppos un peu connus. Il me semble que les deux projets là qui ont été présentés ce matin sont un parfait exemple de ce type de démarche. Je vous laisse la parole s'il y a des questions sur les deux interventions. Oui, merci Antoine. C'est une question plus spécifiquement cette notion de durcissement sur laquelle vous avez beaucoup insisté. Est-ce que ce sont des canaux de drainage du système, et est-ce que le terme de durcissement se réfère en plus à un durcissement du sol? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Oui, j'ai bien compris. Ce sont nos collègues géomorphologues qui l'utilisent. C'est un durcissement dans le sens où, effectivement, la structure, et ce sont les canaux de drainage qui la pérennisent, la structure est absolument, inscrite dans le sol, d'autant plus, profondément que le système existe encore, fonctionne encore, parce que ce sont des canaux de drainage. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ça soulève un problème général. Enfin, je ne veux pas soulever une question de pédologie, c'est pas le lieu, mais je pense qu'on n'y a pas, parce que j'étais vraiment extrêmement interloquée par ce terme que vous avez utilisé et cette pérennité. Et je l'ai vu dans plusieurs contextes d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Et je pense que les historiens et les archéologues, vous ne pensez pas forcément qu'il y a effectivement dans tout système d'irrigation un durcissement à moyen, voire long terme du sol, qui quelque part va en fait contraindre l'évolution du paysage. C'est pas de ça que je parlais du tout. Oui, non, vous n'y en parlez pas. Oui. Mais je pense que les pédologues ne pensent pas dans ce sens-là et à vous apporter des informations pour que vous étoffiez en quelque sorte le durcissement que vous observez par un durcissement qui devient une transformation du paysage et qui après demanderait un effort considérable pour devoir être érasé en quelque sorte. Mais je crois que c'est là la question, en effet. Voilà. C'est là le point nodal, en effet, c'est que ça demanderait un effort qui n'est plus du tout
possible d'accomplir dans le cadre de nos sociétés, Voilà. qui a pu l'être dans l'Antiquité, mais ça c'est autre Qui a pu être d'antiquité. Ou alors qui va être dans les sociétés hyper modernes avec les bulldozers, où à ce moment-là on efface toute structuration antérieure, ce qui est autre chose. Voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Oui, Thierry Winkel, agroécologue de l'IRD au CEF. Ma question est par rapport aux pratiques agricoles. Ces cadastres, aussi bien romains que japonais, étaient liés à la mise en valeur du territoire, à l'agriculture. Vous avez évoqué le drainage dans le Japon, le système des rizières, on comprend bien, qui aboutit donc à un système orthogonal qui se conserve. Le drainage, ce n'était pas le problème principal dans la Méditerranée romaine. Donc, qu'est-ce qui peut générer un même système de quadrillage alors qu'il n'y a pas cette nécessité, par exemple, de drainer? Il y a celle d'irriguer, mais qui est également partielle. Est-ce que, dans les deux cas, ce qui peut expliquer la dimension, c'est pas seulement que ce soit orthogonal, mais aussi une certaine échelle. Est-ce que vous avez examiné la question du travail, notamment de l'utilisation des animaux de trait? Alors, c'est une grande question parce que et là, je ne cherche pas du tout à me dérober à la question, mais les sources de l'Antiquité ne nous parlent quasiment pas de cette question, ni au Japon, ni en Europe et au Proche-Orient. C'est-à-dire que ce sont des questions un peu triviales sur lesquelles les textes ne passent pas. Il a dû y en avoir, mais ils n'ont pas été recopiés au Moyen-Âge. Donc nous avons peu d'informations sur la question de la mise en place des modalités technique et matérielle de la mise en place de ces systèmes. Mais concernant le caractère orthogonal, il s'explique pas seulement pour des raisons d'exploitation et d'organisation du drainage. Attention, c'est-à-dire qu'il est avant tout un cadre qui est imposé à Rome par le conquérant pour faire exploser les solidarités spatiales antérieures des sociétés proto-historiques. C'est-à-dire qu'on change de système. On construit des voies, on construit des champs géométriques et orthogonaux parce qu'on les enregistre sur une format, sur une carte, et que l'on sait exactement qui cultive telle parcelle du territoire public, tout simplement parce qu'il doit payer un vectigal, c'est-à-dire un impôt, n'est-ce pas? C'est un système administratif en même temps qu'un système d'exploitation des territoires, de drainage, de mise en culture, etc. Donc ça, c'est pour le caractère, pour le côté orthogonal, n'est-ce pas? Et c'est pour les ceinturiations, pardon. Pour les ceinturiations romaines, j'ai un peu travaillé sur la question aussi, donc je me permets d'intervenir. En effet, la première chose, la chose la plus logique à laquelle on pense, est que ces cadastres ont été mis en place pour répondre à une certaine rationalisation de l'irrigation, de l'agriculture, etc., etc. Mais en travaillant et en remarquant que, d'une façon générale, on peut observer la présence de plusieurs centuriations sur le sol d'un même territoire, on a tendance maintenant à penser que c'est davantage un instrument politique que d'instrument de rationalisation agricole, la centuriation. Et voilà. Donc, même si, par certains aspects, en effet, les choses ont dû changer du point de vue de l'agriculture antique et bon, japonaise, ça c'est toi qui vois. Mais oui, parce que lorsqu'on commence à essayer de repérer les anciennes centuriations et que l'on s'aperçoit que le sol des cités conquises est remanié et sans cesse remanié, enfin, quand je dis sans cesse, 2 fois, 3 fois, par des cadastres différents, on comprend à un moment donné que l'objectif n'est pas un objectif rationnel, que l'objectif est rationnel du point de vue de l'agriculture en tout cas, mais que l'objectif a un caractère davantage politique. Il est dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on installe un cadre formel dans lequel ensuite les pratiques agricoles vont s'exercer, si vous voulez. Mais c'est vrai que la limitatio romaine a un aspect polysémique qui est très... Alors, pour aller plus loin et accroître votre étonnement, comme le disait Martine, dans les cités de l'Empire romain, il n'est pas rare qu'il y ait 2 à 3 renormationes, disaient les latins, c'est-à-dire changement total du système selon une autre orientation. Ce qui, relativement à l'agriculture, est absurde. On n'a absolument aucun sens. Et bien pourtant, cela a été fait. C'est dans un deuxième temps que les pratiques agricoles s'exercent dans le cadre formel qui est celui de la cadastration orthogonale. Voilà. C'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Mais bon... Si nous vivions dans un monde logique, nous ne serions pas là.
Je comprends que s'impose une logique administrative, on va dire. Seulement, on peut bien voir que si la société, si le système s'est maintenu, elle n'a pas pu être contre-productive. C'est-à-dire que l'agriculture a dû se maintenir là-dedans et continuer d'être valorisable et productive. Parce que sinon, voilà. Ça, c'est un point de vue. Oui. C'est un point de vue. C'est pas forcément. Et si je compare au monde andin, dans lequel moi je travaille, avec des archéologues, des hydrologues, là, les systèmes pré-incaïques, par exemple, sur lesquels on travaille, n'ont jamais abouti à ce genre de parcellaire. Et l'occupation inca, qui est arrivée après, et même espagnole, en tout cas, l'occupation inca, parce que justement la différence est là, mais je reviens aux animaux de trait. L'occupation inca, avec toute la rigidité qu'on connaît à ce système, n'a pas non plus transformé le parcellaire de cette manière. C'est resté extrêmement organique des systèmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun animal de trait, le travail était entièrement manuel et donc on s'ajustait à la topographie en tout lieu. Et c'est beaucoup plus rationnel, évidemment. Drainer de manière orthogonale, en plaine, oui, on le comprend et ça marche. L'irrigation, déjà, ça ne peut pas fonctionner de la même manière. Enfin, en fonction du relief, évidemment, on doit suivre les courbes. Y compris dans les jardins d'Efsel, on voit bien qu'on est sur une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, un méandre du fleuve. Donc il y a une structure pédologique qui impose aussi une certaine organisation plus organique. Ce que vous dites, on l'entend bien, on le voit bien au début, au moment où Rome crée les premières limitationes, ou au moins l'instant les premières limitationes, où on explique justement que le jugère, ce terme donc qui désigne une surface dans l'Antiquité, est étymologiquement lié au mot joug. Et c'est la surface qui correspond à ce qu'un attelage de 2 bœufs peut travailler dans la journée. Bon, ça, mais la centuriation est liée à l'histoire de Rome et donc liée au développement de l'impérialisme romain. C'est-à-dire que si au début c'est en effet quelque chose qui peut paraître organique, comme ça, assez empirique, très vite, les centuriations évoluent et deviennent l'instrument de la conquête. Donc, depuis les origines de Rome jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand Rome commence à avoir besoin d'avoir véritablement des outils pour conquérir les territoires, pour les soumettre et pour les administrer, à ce moment-là, on ne peut plus se contenter de la vieille histoire de la charrue et des 2 bœufs. Là, il faut vraiment... On retrouve des centuriations qui sont à l'échelle d'une cité, qui font 50 km². On est passé dans une autre dimension. C'est la dimension de l'Empire. C'est la dimension d'une petite ville qui a conquis l'ensemble du bassin méditerranéen, qui ne s'amuse plus, quoi. Et là, ce sont des imperatores, ce sont des guerres civiles, ils se jettent les uns contre les autres. La terre est une monnaie d'échange. La terre, on la donne aux soldats pour les fidéliser. On a besoin de terre très vite et très souvent, et donc on crée de nouveaux cadastres et on chasse. Ce sont des déplacements de population, on chasse les soldats, on en met d'autres. Alors ça, ce sont des modalités qu'on connaît mal, mais les textes en parlent. Et on sait que ça se passe comme ça. Et en plus, l'idée de la rationalisation de l'agriculture, hein, du cadastre, c'est quelque chose sur cette idée-là. Prévalait en effet au début, lors des premières études sur les centuriations, et elle a quelque chose à voir, dans ce contexte historiographique là précis, je parle pas pour les Incas, mais dans ce contexte historiographique précis, elle a quelque chose à voir avec l'histoire de la colonisation. Et quand on parle de rationalisation, on parle aussi de colonisation. Alors quand on met les 2 mots côte à côte, ça fait des mélanges chimiques explosifs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les Incas, je connais assez peu, mais ce qui est certain, c'est que pour ce qui concerne et le Japon et Rome, il y a avant tout un carcan rituel et ritualiste extrêmement puissant. C'est-à-dire que les Romains associent la pratique de ce qu'ils appellent l'ars agrimensoria, c'est-à-dire la mesure des terres,
pratique des mesureurs de terre, n'est-ce pas, des géomètres donc, associe ça évidemment aux vieilles histoires étrusques qu'ils considèrent comme plus anciennes que les latines, alors que c'est faux, mais bon, c'est autre chose, aux vieilles histoires étrusques et à l'origine, si vous voulez, c'est Jupiter dans une déclinaison, Jupiter terminus, Jupiter des limites, qui assigne en réalité aux mortels la pratique de la division des terres, qui doit se faire selon un certain nombre de rituels, par l'utilisation, n'est-ce pas, de la stella augurale, c'est-à-dire de l'instrument qui permet que l'augure, le prêtre qui connaît les volontés divines, n'est-ce pas, eh bien, utilise, et alors les directions sont indiquées, et on ne doit pas en varier ces directions. Au départ, c'est cela. Donc, si vous voulez, il y a un aspect rituel, politico-rituel, qui au début, est beaucoup plus important et assigne à la pratique culturelle sa place, quoi. Et pas l'inverse, c'est ça. Après, il est difficile, évidemment, de prétendre que cette situation perdure. Bien sûr que non. La réalité économique s'impose ensuite. Mais nous n'en connaissons pas exactement la teneur de ces modifications, si vous voulez, parce que les textes ne nous en parlent pas. Voilà, c'est ça la question. C'est vrai que 3 rénormationes, 3 changements de direction du cadastre, des voies et des canaux de drainage dans un même territoire, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Évidemment, ça n'a aucun sens. Et c'est pourtant le cas. Sinon, on ne les retrouverait pas, d'ailleurs, ces systèmes. Vous comprenez ? Voilà. C'est une question, c'est un grand point d'interrogation. C'est très généraliste, hein, ce que je vais dire, mais... les sociétés anciennes ont aussi le droit d'être illogiques. Aujourd'hui, la moitié, on jette de la nourriture par milliers et la moitié de la planète meurt de faim. Et voilà, donc les sociétés anciennes aussi peuvent connaître... ben oui, c'est pas forcément... Enfin, voilà. Pas forcément trouver une logique en tout cas. Pierre-Guy Bintif, membre du conseil scientifique de la MSH. C'est une question en fait à laquelle vous venez de répondre longuement, mais elle m'était suscitée par votre remarque de conclusion selon laquelle vos résultats vous permettaient de revisiter la question de la nature du pouvoir de l'empereur japonais et en même temps, évidemment, me semble-t-il, et c'est ce qu'on vient de faire maintenant, de revisiter la question de la nature du pouvoir de l'empereur romain aussi ici. Et par rapport à cette question, ce que je me demandais, c'est si vous avez pu avancer, mais c'est peut-être déjà un peu sur les marges de votre projet, la comparaison entre la nature des pouvoirs, des potentats locaux japonais dont vous avez parlé au moment de parler de du maintien du cadastre au Japon par opposition à la surimposition d'une structure centripète dans le paysage romain, par comparaison avec la nature des pouvoirs des potentats locaux dans l'Empire romain au fil de son évolution. Mais ça, c'est évidemment... C'est justement l'un des aspects de notre étude, mais à vrai dire, on s'est penché sur cette question très récemment. Nous sommes en train de réfléchir à cette question, effectivement, qui est cruciale, évidemment, qui est centrale. Donc pour l'instant, il m'est difficile d'aller plus loin que ce qu'ont déjà dit les collègues historiens nippons ou européens qui se penchent sur la question de la nature de la féodalité, n'est-ce pas ? Pour l'instant, on n'était pas allé plus loin, mais c'est en effet l'une des questions ouvertes. Quelle est la nature comparée de l'ère, du champ d'intervention et des pouvoirs de ces potentats locaux, effectivement. Ouais. Oui, Pierre Camps, Géosciences Montpellier. C'est une question un peu décalée peut-être, mais c'est en tout cas un choc d'approche disciplinaire. Hein. Vous faites une étude très très intéressante, j'ai beaucoup apprécié, et vous partez d'une observation très qualitative. Donc moi, je me trouve devant votre problème là. La première chose que je vais essayer de faire, c'est de quantifier, typiquement avec du traitement d'image. Alors évidemment, dans les parcelles orthogonales, on voit bien l'information géométrique, il n'y a pas de problème. Mais sur les paysages où il y a un héritage, la question est de savoir si vous avez essayé de quantifier vos formes géométriques avec une étude statistique sur les orientations, les angles, etc. Alors, ce sont des choses, bien sûr, qui ont été faites.
ce sont des choses qui ont été faites, sur lesquelles j'ai pas eu le temps de m'étendre, mais Martine nous dirait également. En réalité, lorsqu'on recherche un système paysager de l'Antiquité, dans ce millefeuille qui est le paysage, il y a un certain nombre de critères qu'il faut mettre en œuvre, et notamment celui de la métrique, de la métrologie. On pratique ce qu'on appelle de l'autocorrélation statistique, c'est-à-dire qu'on vérifie les cartes. Bon, et on finit par aboutir à une métrique ancienne ou pas. Si elle est ancienne, eh ben c'est l'Antiquité, bien entendu. On a également... C'est très difficile de quantifier pour des raisons que... La raison que la morphogénèse des territoires, si vous voulez, obéit à des rythmes qui sont différents selon les régions, selon les époques, et il y a une autoproduction de parcellaires. J'en veux pour preuve, c'est toujours avancé par les gens qui travaillent sur les cadastres de l'Antiquité. À Béziers, nous avons une zone industrielle qui pérennise au centimètre près, si j'ose dire, le tracé d'une centurie, d'une limitation romaine. Or, ce truc est datable des années 60. Et quand on considère les documents planimétriques antérieurs aux années 60, il n'y a rien. Donc, vous comprenez la difficulté de la quantification. Voilà. Oui, c'était une petite protestation pour Martine sur la fin, en disant que nos ancêtres ont le droit, ou nos anciens ont le droit d'avoir été illogiques. On a d'abord, nous, le droit, l'impératif, nous, scientifiques, de comprendre les mécanismes avant de décider, afin de conclure si c'est un comportement illogique ou logique. Enfin, c'est au plan général, hein, ma réaction. Oui, c'est une façon de parler, peut-être Victor, de qualifier l'illogique le fait que nous jetions de la nourriture alors que la moitié du monde meurt de faim. Enfin bon, après, mais oui, c'est une façon de parler. C'est une façon de je réagis parler. Comme ça parce qu'on l'entend. Oui, non, mais bon, voilà, oui. Pour des périodes plus anciennes. Mettre davantage de distance, mais bon. Mais c'est aussi... à un moment donné, si on recherche des logiques, on est un peu obligé aussi de s'interroger sur ce qui ne l'est pas. Si on essaie de... C'est par rapport au point que vous avez souligné sur notre comportement actuellement illogique. Est-ce que dans l'histoire, on a atteint des niveaux de désordre aussi importants je pense que c'est quand même un point sensible sur lequel il faut qu'on soit prudent. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. Je le suis d'autant plus que j'essaie que le terme aurait été plus correct, peut-être, ou moins discutable, aurait été irrationnel. C'est une question de rationalité. Oui, allons-y sur rationnel. Voilà. Ah oui, on ne sait pas. Voilà. Aucune, vous avez raison, aucune objection. Refaisons. Oui, je redis la même chose. Étant entendu, je me permets d'insister tout de même, parce que nous sommes là, nous avons de vrais scientifiques face à nous. Nous sommes les sciences molles. Étant entendu que notre argumentation est en grande partie conditionnée par l'état de nos sources. Nous sommes historiens et nous sommes limités par cela, n'est-ce pas? On ne peut pas aller plus loin que ce que les sources nous disent. Bon. Moi, il m'arrive d'aller plus loin parce que je suis méridional et que je peux parler beaucoup. Mais enfin, on ne peut pas aller plus loin normalement. Voilà, c'est une réserve qu'il faut toujours rappeler. Voilà. Bien, on va pouvoir prendre la pause. Juste avant, je voulais juste signaler quelque chose qui nous donnera peut-être matière à discussion demain autour des tables rondes. On a vu que la thématique de l'eau, notamment, était particulièrement centrale dans les deux projets. Particulièrement... Il va brancher ? Si, c'est bon, ouais. La thématique de l'eau était particulièrement centrale dans les deux projets, et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra aussi retravailler demain. On a deux projets là aussi qui viennent avec un questionnement SHS, adressé aussi à des communautés extérieures au SHS, et notamment à commencer par la communauté des hydrologues, intéressés par la question. Mais finalement, il y a un vrai choc de culture disciplinaire et même de mode de fonctionnement qui fait que un questionnement porté par les SHS et interpellant les sciences de l'eau est difficilement préhensible par ces mêmes communautés. Donc on pourra. Je suis pas très précis, mais justement on y reviendra, je pense, demain dans les tables rondes de demain matin.